Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live, un live Studirama d'hydroéducation, donc Magellan Business School et Studirama. Alors, je vais attendre 2 secondes que tout le monde se connecte. Donc l'idée ce soir, c'est de parler ensemble de la communication durable et internationale et de vous présenter rapidement le positionnement de notre école. Alors, le groupe d'hydroéducation est un groupe qui rassemble plusieurs écoles et à l'intérieur desquelles vous allez trouver le cours d'hydro, le panneau qui est juste derrière moi, avec des BTS, des bachelors et des masters, qui est plutôt généraliste. Et puis, on va retrouver Magellan Business School, qui est une école de commerce d'un type nouveau, puisque c'est une école qui a 2 ans d'existence et dont l'objectif est tout simplement de proposer une communication avec un esprit différent, avec une manière différente au sein d'une école de commerce qui a déjà un positionnement différent. Alors, qu'est-ce qui est différent dans cette autre école de commerce? Il y a des centaines d'écoles de commerce en France. Ben déjà, on a un positionnement écologique fort, développement durable fort. Donc, vous savez que dans le groupe, on a aussi une école qui s'appelle l'EGPN, École de gestion et protection de la nature, EGPN. Et donc, on est l'institution la plus vieille de France à faire de l'écologie, de la vraie écologie, hein, sur le terrain, les pieds dans la boue, etc. Donc, on a une habitude, on pourrait dire une sorte d'ADN lié à l'écologie. Donc, on a l'habitude de réfléchir, même quand il s'agit de communication, même quand il s'agit d'utiliser des ressources qui peuvent paraître comme ça tout à fait de l'ordre du service et donc pas des ressources physiques et matérielles. On a l'habitude de s'imaginer toujours donner plusieurs vies à un produit, de penser des échanges de manière à ce qu'ils aient le minimum d'impact sur la planète, etc. Et on a l'habitude d'éviter de faire des mauvais calculs et de penser les choses correctement. Donc, dans cette école Magellan, vous avez la grosse priorité, c'est l'écologie. Alors, on n'a pas peur d'utiliser le mot écologie, hein, on parle du développement durable parce qu'on ne veut pas non plus vous effrayer et que vous ayez le sentiment que vous faites une école naturaliste, hein, les pieds dans la boue, etc. Mais on va parler d'écologie pour de vrai. C'est-à-dire qu'on va parler des animaux, on va parler de la nature et on va lier ça avec le tourisme, avec le commerce ou avec la communication. Il y a 3 branches, tourisme, commerce, communication, avec cette grosse empreinte écologie. Donc ça, c'est la première chose. Et on est les seuls à faire ça. C'est tout à fait nouveau. Deuxième chose qui est assez surprenante quand on vient chez nous, c'est que vous avez l'international qui est immédiatement accessible. C'est-à-dire que dès la première année, vous arrivez, vous sortez du bac, vous faites 6 mois de cours, vous pouvez faire vos 6 mois de stage directement à l'international. Donc, chaque année est composée de la même manière, 6 mois de cours, 6 mois de stage. C'est un rythme très particulier. L'objectif, encore une fois, on sait que les étudiants en ont marre des cours, on sait très bien que vous avez envie de bosser, que vous avez envie de rencontrer des professionnels, d'être sur le terrain, on sait très bien que vous n'avez pas envie d'écouter un prof comme ça pendant des heures, etc., etc. Donc, on vous donne un maximum de cours condensés, qui sont des cours théoriques avec de la connaissance et des cours pratiques avec des compétences. Théorie, connaissance, pratique, compétences. Et on vous envoie après 6 mois sur le terrain. Donc, la moitié de l'année en classe, la moitié de l'année sur le terrain. Le terrain, c'est le stage. Et l'avantage que vous avez chez nous, c'est que pour le coup, c'est toute la terre que vous avez. Alors, effectivement, je réponds directement à Célia. Oui, c'est vous qui choisissez vos stages. Et oui, c'est vous qui choisissez l'endroit où vous voulez faire votre stage. L'endroit en termes de pays, l'endroit en termes de culture, parce que dans différents pays, il y a différentes cultures. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, vous êtes sur la côte ouest, c'est pas pareil que la côte est, c'est pas pareil que le Nouveau-Mexique, c'est pas pareil que l'Oregon, etc., etc. 50 États aux États-Unis, hein, pour rappel. Donc, vous choisissez la culture et puis après, vous choisissez le type d'entreprise ou le type d'organisation. Moi, je veux travailler dans une ONG, moi, je travaille dans un hôpital aux États-Unis, moi, je veux aller à Cincinnati, moi, je veux aller à Pékin pour travailler dans une ONG, moi, je veux travailler à Douala dans une organisation internationale d'export de céréales. Moi, je veux aller au Congo pour aller faire de l'exploitation de rizières, etc., etc. Moi, je veux aller en Amérique du Sud pour justement voir comment on peut réorganiser. Hein, vous savez que le terrible combat de l'Amérique du Sud, et c'est un combat qui est économique, qui est touristique, qui est un combat de communication.
la communication aussi bien des entreprises qu'une communication globale. C'est comment ce pays, ce continent, pardon, qui est un des poumons de la Terre, doit-il continuer à se développer sans bousiller la forêt équatoriale, l'Amazonie. Et ça, il y a des moyens de penser les choses différemment. Plus de pouvoir aux sociétés autochtones, moins de volonté de recherche de mines aurifères, c'est-à-dire de chercher de l'or. La culture qui doit plus être extensive, mais qui doit modifier son comportement. D'où l'intérêt d'avoir des notions en écologie. Ça veut dire quoi avoir des notions en écologie? Ça veut dire que quand vous allez parler maïs, quand vous allez parler blé, vous n'allez pas parler comme n'importe quel élève de n'importe quelle école de France, vous allez parler comme un élève de chez nous, c'est-à-dire qui sait comment le blé pousse, combien faut-il d'eau pour 1 m² de blé, quelles sont les ressources en termes de terre, est-ce qu'il y a une jachère tous les 3 ans, tous les 2 ans, tout ça, vous allez le savoir. Ce qui vous permet de penser l'économie complètement différemment, de la même manière que la communication. Donc, si vous voulez, on a une gestion de l'ensemble des informations qui est donc axée sur l'écologie, sur l'international, et évidemment sur la section que vous prenez. Donc, vous avez écologie internationale, ça concerne tout le monde. Et puis après, soit vous faites du tourisme, soit vous faites de la communication, soit vous faites du commerce. Alors, la communication, c'est pour moi le plus intéressant parce que c'est là où c'est le plus difficile de percevoir qu'est-ce que c'est que l'écologie en matière de communication. C'est forcément avoir la possibilité de pousser les gens à consommer, quand on fait de la communication, c'est ça, hein. Vous allez travailler pour une boîte, son objectif, c'est de consommer. Mais les gens qui sont à la com, on s'est rendu compte qu'ils avaient un pouvoir déterminant sur ce que l'on consomme. Et l'exemple typique, c'est la crise avec Nutella et l'huile de palme. L'huile de palme est nécessaire. Si vous allez manger du koki, K-O-K-I, c'est un mets qui vient du Cameroun, et ben vous allez mettre de l'huile de palme dans votre mixture de haricots, et c'est très très bon. Et pour autant, on pourrait se dire, mais l'huile de palme, on tue des palmiers, pourquoi, etc. Donc, c'est quoi l'huile de palme? Comment on l'utilise? Comment on communique sur l'huile de palme? Au lieu de dire, il n'y a pas d'huile de palme où il ne faut pas, alors qu'il y a des populations entières qui utilisent de l'huile de palme et que c'est très bon pour la santé, même s'il y a beaucoup d'acides gras saturés et donc il faut faire attention, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il faut toujours, de toute façon, dans la vie, il faut manger tout de manière équilibrée. Bref. Et donc, la communication, elle vous permet d'avoir une connaissance et de pouvoir dire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication, et vous le savez, c'est la communication des réseaux sociaux, c'est la communication du storytelling, c'est la communication de raconter une histoire, c'est la communication d'expliquer les choses, de faire vivre avec moi quelqu'un, de partager du sentiment, de la connaissance. Et pour tout ça, ben, il faut connaître, tout simplement. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences. La communication, c'est pas juste j'achète des panneaux de publicité que je balance à la télé, dans la rue ou sur Internet. C'est plus ça, la communication. Ça, c'est la communication à la papa, c'est la mienne, hein, de vieux, hein, de 50 ans. La communication aujourd'hui, c'est une communication qui est plus, quelque part, intéressante parce qu'elle amène le client à vivre une aventure, à vivre une expérience et à se positionner différemment. Donc, vous, si vous faites une école, j'ai vu la question de Pauline, hein, j'y réponds dans 2 secondes. Si vous faites une école qui vous apprend juste que la publicité, c'est ça, les temps de je ne sais pas moi, les moteurs de recherche, ils recherchent ça, les mots-clés, c'est ça, etc. Évidemment, tout le monde l'apprend, ça c'est basique. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'une école pour apprendre ça. Maintenant, vous pouvez l'apprendre tout seul sur Internet. Mais nous, on peut vous l'apprendre forcément. Donc, si jamais vous avez envie de faire uniquement ça, vous faites une école classique. Maintenant, si vous voulez penser, si vous voulez raconter des histoires, repensez à l'huile de palme. Hein. Moi, je serais vous, je me dirais, tiens, le gars, il a raconté ça, est-ce que c'est vrai? Monsieur Halal, là, il connaît tout, là, d'après lui, et j'irai chercher. Et la communication aujourd'hui, elle a besoin de se fonder sur des connaissances qui concernent l'écologie, notamment, mais pas que, et l'industrie. Lorsque vous allez travailler pour l'industrie, vous pouvez très bien travailler dans le service communication de Mercedes ou de BMW. Je cite des grandes marques parce que il y en a, et oui, et donc on fabrique des pièces auto. C'est quoi une pièce automobile? Aujourd'hui, dans une école d'ingénieur, vous allez l'apprendre chez nous et pas ailleurs. Vous allez apprendre que dans une école d'ingénieur aujourd'hui, la pièce automobile, avant même de la construire, on se demande quelle va être sa deuxième vie. C'est-à-dire le boulon, hein, on va mettre, on imagine la durée de boulon. Moi, je ne suis pas très bon en mécanique, hein, mais la chose qu'il y a dans le moteur, hein, même si c'est un moteur électrique, il y a quand même des essieux qui font tourner les roues, des trucs comme ça. Bon, et bien ce truc-là, cette espèce de boulon en métal, là,
Et ben, une fois qu'il est usé pour la voiture, on en fait quoi après? Parce que le mythe du recyclage, en France, on recycle tout, c'est pas vrai, on recycle rien du tout. D'accord? Il faut arrêter de se voiler la face, c'est faux, on recycle rien, ni le papier, ni rien du tout. Les quantités de papier que Paprec recycle, c'est nada par rapport à ce qu'on consomme en France. C'est même pas 10%. Voilà. Les derniers chiffres sont encore pires que ce que je disais avant. Avant, vous regardez des vidéos, je disais à peu près 20 à 25%, c'est plus bas que ça encore. Donc, on recycle pas en France, on ne sait pas le faire, ça coûte trop cher. Donc, apprendre et savoir comment on peut orienter une communication. Orienter la communication de BMW demain, ce sera dire la BMW, vous la voyez, elle est là. J'ai pas de BMW, j'ai pas de Mercedes, etc. J'ai pas du tout ce genre de voiture. J'aime pas trop les voitures, hein, pour être clair. Mais vous voyez cette voiture qui est là juste devant moi, c'est une voiture de luxe qui coûte cher. Et ben cette voiture-là, on peut la transformer, la recycler à 100%. Voilà, ça c'est la future communication. Vous voyez, je donne des pistes. Hein, si vous travaillez pour une grande marque, vous pouvez prendre, c'est gratuit, c'est offert pour ce soir. Donc, vous avez ça, et ben c'est ça la communication de demain. La communication de demain, c'est une communication qui vise à vous rendre intelligent en tant que communicant, à rendre participant en tant que celui qui subit la communication et donc celui qui va engendrer un acte d'achat, engendrer un acte d'utilisation, engendrer un acte de destruction et de recyclage, je l'espère. Et donc ça, c'est le cœur du problème. Okay. Alors, question de Pauline. Comment se déroule l'admission dans l'école? Magellan, vous avez une plateforme qui s'appelle d'hydroéducation. Et sur cette plateforme d'hydroéducation, admission, pardon, donc qui s'appelle d'Hydromax, MAX, c'est ça. Vous tapez d'Hydromax et vous pouvez postuler comme ça dans l'école. D'Hydromax Magellan et vous postulez dans l'école. Et ce qu'on regarde, ben, c'est vous l'avez compris, les notes sont assez peu intéressantes. Je vois quelqu'un qui pose la question de STMG ou bac général avec une spécialité, histoire, géographie, etc. Pour vous, les spécialités sont importantes et elles le sont et je vais vous expliquer pourquoi elles sont très importantes. Mais pour nous, on a un autre regard sur la chose. Nous, on vous voit arriver comme individu, on ne vous voit pas arriver comme un bac avec des spécialités. On ne voit pas un bac à 2 pattes et à 2 bras. Non, on voit un individu, on voit une fille, on voit un garçon, et on voit un jeune homme, une jeune femme, et on se dit, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et on essaie de vous propulser le plus loin possible. C'est comme ça qu'on voit les choses. Donc votre bac, honnêtement, ça a peu d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous avez dans le ventre, comment vous vous exprimez, ce que vous avez envie de faire, vos rêves les plus fous. Moi, je préfère un étudiant qui rêve qu'un étudiant qui ne rêve pas. Il n'y a que les vieux comme moi qui ne rêvent plus. Et encore, moi, je rêve tout le temps. Mais les rêves, c'est pour les jeunes. Il faut que vous rêviez. Si vous arrivez, vous êtes déjà déçu de tout, et vous êtes triste à mourir, et vous êtes pessimiste, c'est pénible. D'accord? Ça, c'est bon pour les vieux. Donc, vous êtes jeune, vous avez des rêves, vous avez des envies. Ben, c'est ça qu'on veut voir. Donc, dans le dossier, on veut voir manifestement la présence de vos envies, de vos pulsions de vie. C'est ça qui est intéressant. Donc, la spécialité ou l'option a un peu d'importance. Maintenant, quand vous êtes en terminale, évidemment, pour vous, ça a de l'importance. Et alors, comment je peux, moi, vous encourager? Je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit à mes fils, qui ont à peu près l'âge de certains, notamment mon dernier fils. Prends ce qu'il te plaît. Prends, fais ce qui te plaît. Pas ce que tu penses être bon pour des études que tu feras ou ne feras pas, peut-être un jour, on verra. Mais fais ce qui te plaît maintenant. Le prof te semble sympa, les autres élèves t'ont dit que c'était bien. Fais ça, prends ça. C'est ça qui est intéressant. Là, je vois par exemple, je vois le titre. J'avais oublié qu'il y avait des titres à rallonge comme ça. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Franchement, moi, ça me dit tout de suite, ça me parle, ça. J'ai trop envie de prendre ça. Vous voyez? Voilà, c'est un truc qui me plaît. Ça me plaît plus que, par exemple, l'anglais. Voilà, surtout à votre âge, moi j'étais nul en anglais à l'époque, donc avant que je parte aux États-Unis, j'étais pas bon. Mais voilà, par exemple, voilà, ça me plaît. Histoire géo, géopole, Sciences Po, là, voilà, je me situe, je me dis, tiens, on va étudier des choses, et ça va être intéressant. Donc voilà, moi, je pense que ça, c'est une bonne option, mais c'est les goûts d'Adric, d'accord? C'est pas forcément les goûts de tout le monde. En tout cas, ça a l'air d'être les goûts de Célia aussi. Donc c'est bien, enfin, c'est bien. Je n'ai pas de jugement à donner, mais en tout cas, moi, j'aurais ce genre de goût. Pas l'anglais. Et l'économie, ouais, pourquoi pas, ça dépend, vous voyez, ça dépend le prof, ça dépend de tout. Donc, l'option, elle dépend vraiment de votre envie à vous. C'est vous qui allez le vivre. Okay, je sais qu'il y a des écoles qui racontent, qui choisissent des options, ceci, cela, etc. J'ai un peu des doutes. Si on commence à regarder les options de tous les candidats, vous savez, les milliers de dossiers qu'on reçoit nous chaque année, je ne sais pas si ça nous intéresse tant que ça. Voilà. J'ai un doute, mais après, voilà, je vous dis ce que je pense, je suis un peu cash, je suis désolé, hein, s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Tout le monde a le droit d'être d'accord ou pas d'accord et de penser sur tout ce qu'il faut. Question de Rosie. Après 3 ans d'études de lettres, est-ce que je peux quand même candidater à un master en communication? Évidemment, surtout lorsque vous avez fait 3 années d'études, vous pouvez candidater à un master de communication. Alors, souvent, les gens se disent « Oh là là, moi j'ai fait des lettres, c'est pas terrible et tout, la fac de lettres, je sais pas ce qu'ils vont me prendre ».
C'est l'inverse, mademoiselle, Rosie, oui, mademoiselle. C'est l'inverse parce que, en fait, on va prendre des gens qui ont fait des sciences, des gens qui ont fait de l'écologie, des gens qui ont fait des mathématiques, des gens qui ont fait de l'histoire géo, des gens qui ont fait des lettres. Et tout ce beau monde va se retrouver dans les masters en admission parallèle par rapport au programme de l'école. Et ça, c'est génial parce que ce sont des gens qui ont un univers différent. Souvent, lorsqu'on fait la fac, j'ai fait la fac, on a l'impression qu'on n'apprend rien. En réalité, on ne se rend pas compte, mais on mûrit et on apprend beaucoup. On est extrêmement influencé pendant ces années universitaires que l'on vit. Et en dépit des apparences, on a une formation qui est une formation généraliste, une formation qui, en France, mine de rien, est de qualité. Et moi, je défends et le lycée et l'université, malgré tout ce qu'on peut en dire. Les programmes sont très bien. Après, il y a de tout, effectivement, en tant qu'enseignant, les étudiants qui ne suivent pas les cours, blablabla, peut-être. En attendant, c'est bien, vous avez une formation généraliste. Oui, vous serez largement admise. Évidemment, si votre dossier convient à ce qu'on attend, si vous avez envie de venir chez nous, si vous le démontrez, si vous en parlez bien en entretien de motivation ou en étude de dossier sur une lettre, donc évidemment, après, il faut le faire. Mais a priori, il n'y a pas de problème. Autre question de David. Quels sont les débouchés après les études dans le tourisme? Alors, donc, effectivement, on a, comme je le rappelais, Magellan, écologie internationale. Ça, c'est imposé, c'est impératif. Et puis après, vous pouvez rester en France aussi, hein, parce que la France, ça fait partie du monde, hein, il n'y a pas de souci. Puis la France, c'est le plus beau pays du monde, n'est-ce pas? Donc, vous avez donc écologie et internationale, et puis après, vous avez le tourisme, la communication et le commerce. Donc, vous avez une des trois voies, d'accord? Donc, quand on a une de ces trois voies et qu'on a les deux avant, comme je le disais, on a peu de difficultés pour trouver un emploi. Parce que vous n'allez pas chercher un emploi, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Vous n'allez pas chercher un emploi, vous n'allez pas quémander quelque chose, vous n'allez pas tendre la main, vous n'allez pas faire la quête, vous n'allez pas faire l'aumône dans la rue. Vous allez proposer une vision du monde, vous allez proposer vos services, vous allez proposer votre temps, votre jeunesse, votre énergie et cette vision en écologie et cette maturité internationale. Donc, après les études, vous allez proposer ça. Et que ce soit dans le tourisme, dans le commerce ou en communication. Et ça change tout. Et dans le tourisme particulièrement, parce que je réponds quand même à la question, vous pouvez travailler en tour opérateur, vous pouvez ouvrir votre agence de voyage, vous pouvez travailler justement à moitié communication et tourisme pour les grandes entreprises qui ont du mal à se positionner sur Internet. Je vous rappelle quand même, hein, je pense que vous vous en rendez peut-être pas très compte parce que vous êtes jeune, mais les vieux comme moi, on est paumés sur Internet. On fait de la pub à la papa qui ne fonctionne pas. Et on continue à faire de la pub à la papa, d'accord? Alors qu'aujourd'hui, c'est pas de la pub à la papa qu'il faut faire, c'est de la pub de jeunes. Donc, c'est du tourisme de jeunes. Moi, je ne sais pas quelles sont les habitudes touristiques des jeunes aujourd'hui. Je m'aperçois par exemple que mon fils cadet part faire son deuxième année de master à Venise en finance, le truc est totalement incroyable. La finance à Venise, hein, c'est évident, hein, ça paraît tout à fait clair. Ça correspond quelque part à cette volonté de voyager, de traverser l'Europe, de rencontrer des gens, quelque chose qui était complètement hors de ma manière de penser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le tourisme aujourd'hui, il est partout, il est tout le temps, et il concerne à peu près tous les secteurs d'activité, puisqu'on transforme, encore une fois, là, écoutez bien ce que je vous dis, on transforme l'utilisation d'un produit en expérience. Vous voyez, on vous vend un jean et on vous fait croire que vous allez avoir l'expérience de votre vie, que vous allez chevaucher des chevaux d'une Harley Davidson ou je ne sais trop quoi. Donc, et ça, c'est poussé à l'extrême. Hein. Donc, Levi's des années 80 est devenu aujourd'hui cette expérience de la vie. Donc, le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est une expérience exotique. Exotique, ça veut dire que qui vient, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est extérieur à nous-mêmes, qui est dans un endroit qu'on ne connaît pas et qui représente un intérêt particulier parce que c'est nouveau, parce que c'est différent, parce que c'est autre chose. Donc, le tourisme, c'est de l'exotisme, c'est de l'expérience, et donc ça correspond typiquement à n'importe quelle expérience de vécu, surtout qu'aujourd'hui, avant le tourisme, c'était forcément 3 semaines. Le tourisme, ça voulait dire, tourisme, 2 points, je pars, je prends ma voiture et ma caravane et je m'en vais pendant 3 semaines. J'exagère à peine, hein. Les années 60, hein, vous savez, après le Front populaire, les vacances sont beauté, et on se retrouve donc au XXe siècle avec la découverte des congés payés. Les congés payés ont favorisé l'émergence du tourisme à la française, et je dis à la française parce que le Great Tour, l'origine du mot tourisme, c'est anglais, et ça vient du 19e, quand les nobles anglais, après leur high school,
partez faire le tour de l'Europe, et particulièrement la Grèce, l'Italie et la France, pour découvrir les mœurs européennes. Et ils revenaient, ils faisaient le Great Tour, et ils revenaient. Donc, ils faisaient du tourisme, d'accord? Le tourisme. Et c'est ça, le tourisme, l'origine du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme n'en est plus là. On peut partir un week-end à Amsterdam, à Barcelone, à Budapest, ou même tout simplement à New York, tout simplement à Paris, plutôt. Et ça, c'est du tourisme, ce qui était une autre manière de penser. Donc, comment tu fais de la promotion d'une expérience très courte? Qu'est-ce que tu vas prôner comme expérience très courte? Pourquoi aujourd'hui Paris est à la mode jusqu'en Asie de manière incroyable? Parce que justement, il y a cette volonté de faire une expérience ultra courte. Et cette expérience ultra courte, c'est une expérience qui consiste à fabriquer de l'émotion forte, vite fait, bien fait. Et pour ça, pour que vous arriviez en 48 heures à avoir une émotion forte, il faut que vous ayez du storytelling qui vous est poussé là-dedans. D'accord? D'abord, je vais voir une émission, puis après, je vais écouter quelque chose, puis les copains vont parler, puis je vais voir une série. Et puis petit à petit, comme ça, je rentre dans un train de consommateurs. Et finalement, j'arrive à Paris parce que Paris, le Netflix, je ne sais plus quoi, Emily in Paris, je ne sais plus quoi là, enfin, je n'ai pas vu, ma femme en parle tout le temps, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Bref, et tout un tas de trucs, et puis hop, on arrive, clac, et là, on vit l'expérience pendant 48 heures, voire 24 heures. L'Américain qui fait 24 heures à Paris, puis après qui décolle parce qu'il a fait 24 heures dans chaque capitale. Donc, aujourd'hui, le tourisme, c'est donc tout ça. Donc, toutes les entreprises font du tourisme, et même la restauration parisienne, et même les hôtels, et même il y en a partout, d'accord? Et puis après, vous avez des pays dans lesquels le tourisme est naissant. On parle du tourisme à l'européenne, parce que là, je suis un peu européano-centré. Allez en Afrique. En Afrique. L'Afrique, on va dire centrale. L'Afrique du Nord est un peu différente, et l'Afrique du Sud encore différente. Allez en Afrique centrale. Le tourisme, c'est quoi le tourisme? Le tourisme, ça consiste à quoi? À avoir un visa pour partir en Europe? Non, c'est pas du tourisme, ça c'est une échappatoire. Le tourisme n'existe quasiment pas de la manière avec laquelle on le fait en Europe. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai fait. Donc, il y a des choses à inventer. Le tourisme en Amérique du Sud, est-ce que quelqu'un là est capable de me dire comment fonctionne le tourisme en Amérique du Sud? Pas du tout comme en France ni en Europe. Est-ce que vous le savez? Non. Eh bien, c'est ce que vous allez apprendre, c'est ce que vous allez découvrir, et vous allez vous rendre compte que la manière avec laquelle on fait du tourisme en Amérique du Sud est une manière qui repose notamment sur des problématiques de langue, puisque tout le monde parle espagnol, sauf un pays portugais. Donc, vous faites du tourisme dans des pays qui parlent la même langue que vous, ça change tout, hein. C'est comme si vous faisiez du tourisme en France de région en région. Et puis, vous allez voir des niveaux de population ou des niveaux sociaux complètement différents, et vous allez vous habituer à des gens, vous allez découvrir des gens qui sont, tout en étant différents, complètement accessibles. Donc, il y a un tourisme qui est très particulier en Amérique du Sud. L'Asie, je n'en parle même pas, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, ça fait déjà 23 minutes que je pose. Alors, question d'Andrea. Comment faut-il faire pour créer son réseau professionnel dans le tourisme? C'est une bonne question, ça. Vous savez, j'ai coutume de dire, moi je suis un peu, quelque part, un peu original hein, par rapport à tout le monde. J'ai coutume de dire que, en réalité, quand on est jeune, on n'a pas de réseau. Et en même temps, je dis, en fait, on a un réseau et on a le même que celui qu'on aura 30 ans après, ou 40 ans après. Ça veut dire quoi ce que je raconte? On n'a pas de réseau, c'est-à-dire que le réseau, c'est un peu un mythe, d'accord? C'est très rare des gens qui ont un vrai réseau. Tiens, je passe un coup de fil, j'ai un problème de pneu, je passe un coup de fil, on va m'aider. J'ai un problème de restaurant, je passe un coup de fil, on va m'aider. J'ai un problème de papier à la mairie, je passe un coup de fil, on va m'aider. Le réseau, vous savez, vous voyez, genre dans les films, etc. Le réseau professionnel comme ça dans le tourisme, où je connais tout le monde et tout, il y a peut-être 20 personnes qui sont capables de faire ça, mais c'est relativement rare. Et après, vous avez le réseau personnel, le réseau familial que vous avez toujours eu. Vos oncles, vos tatis, vos tontons, vos cousins, etc. Ne perdez pas le lien avec toute la famille. Ne perdez pas le lien avec vos copains quand vous étiez petit à la maternelle, à Facebook, vous les retrouvez, etc. Votre vrai réseau, il est là. Et finalement, dans toute votre vie, il va évoluer très, très peu. Il va être basé sur vos rencontres que vous avez, sur les rencontres que vous avez déjà faites et pas les rencontres que vous allez faire. Plus on vieillit, plus les rencontres que l'on fait sont des rencontres qui sont superficielles. Plus on est jeune, plus les rencontres que l'on fait sont des rencontres qui sont fondamentales. Parce que quand on est jeune, on se donne beaucoup plus, on a moins de freins, on n'a pas encore une vie de famille, on n'a pas encore un recul sur la vie, on donne facilement, on est déçu beaucoup plus parce qu'on donne beaucoup plus. Quand on est vieux comme moi, on donne beaucoup moins, on est moins déçu, c'est sûr, mais on prend moins de risques et on a moins la facilité à créer un réseau, même professionnel. Parce qu'un réseau, c'est aussi avoir quelqu'un de disponible, qui répond au téléphone et qui ne vous ghoste pas et qui n'a pas envie de ne pas répondre à vos messages et qui va le faire avec plaisir. Donc, votre réseau, principalement,
C'est un réseau qui repose sur vos camarades, votre famille, les gens que vous avez déjà en vous. Et sinon, je réponds quand même à la question quelque part qui est posée. Comment on cultive des connaissances professionnelles plutôt qu'un réseau? Ben, c'est très simple, c'est les stages. Et c'est à chaque fois que vous allez voir un professionnel, lui laisser une bonne impression. Alors, laisser une bonne impression à un professionnel, c'est quoi? Toujours dire bonjour, surtout dans le tourisme, hein. Être accueillant, être souriant, être avenant. Avenant, ça veut dire que quand vous recevez l'autre, quand vous rencontrez l'autre et que vous rentrez en empathie avec lui, vous le faites avec plaisir, avec envie. Il faut que l'autre se sente bien avec vous. Si jamais pendant une soirée, je parle à 20 personnes et qu'avec une ou deux personnes, homme ou femme, peu importe, je me sens bien, le lendemain, je vais me rappeler d'eux. Si j'ai réussi à apprendre leur nom ou leur numéro de téléphone ou je ne sais pas quoi, je peux peut-être cultiver quelque chose. Eh bien, le réseau professionnel, c'est pareil. Vous allez rencontrer un tas de gens. Si à chaque fois vous êtes sympa, vous êtes agréable, vous avez envie, eh ben, vous allez donner l'impression que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, vous allez avoir la possibilité finalement de devenir des gens du réseau grâce à un comportement qui est un comportement agréable, un comportement qui donne envie, un comportement, encore une fois, le meilleur mot, c'est avenant. Hein. Avenant, ça veut dire qu'on accueille les gens avec plaisir. Excusez-moi, j'ai chaud, j'ai ma veste qui me dérange. Moi, je dis tout, hein, rien. Voilà. Donc, rentrer en empathie, ça c'est important pour cultiver son réseau. Et lorsque vous êtes en stage, il faut être pro. Être pro, hein, pour les jeunes aujourd'hui, et pour les vieux aussi, c'est pareil, hein, c'est compliqué. Hein. Arriver à l'heure. C'est bête, hein, mais arriver à l'heure. Vous savez, quand on travaille avec plein de gens, il y en a toujours un ou deux qui sont exceptionnels parce qu'ils arrivent à l'heure. Et vous avez tous les autres qui ont toujours un problème de ligne de métro, de ci, de mi, de machin, tout le monde. Et puis vous en avez toujours un ou deux qui arrivent à l'heure. Et puis il se trouve que ces deux-là, c'est toujours eux qui font les choses avec plus d'intérêt, avec plus de parcimonie, avec plus de sérieux, avec plus d'organisation. Et puis il se trouve que c'est ces deux-là qui vont plus facilement, vous devez déménager un meuble ou je sais pas quoi, n'importe quoi, qui vont donner la main plus rapidement, qui vont être plus efficaces, etc. Et à la fin, ce qui se passe, eh ben, c'est ces deux-là qui vont être augmentés, c'est ces deux-là qui vont être gardés dans l'entreprise. Et puis les autres, ils vont aller se plaindre, ils vont aller dire des choses sur Internet, ils vont aller dire ouais, moi je ne suis pas reconnu dans mon travail, mon manager, blablabla, etc. Mais il y a pas de secret. Hein. Pour construire son réseau, il faut être un bon professionnel. Pour être un bon professionnel, il faut être sérieux. Et c'est la maxime kantienne, hein, ne fais pas, et qui d'ailleurs, vous l'avez probablement entendu, l'un des commandements, on va dire, judéo-chrétiens, c'est ne fais pas à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà. Et ben c'est exactement la même chose dans le monde professionnel. Vous n'aimeriez pas qu'on soit en retard à chaque fois que vous arrivez, qu'on arrive à votre rendez-vous, ou qu'on vienne vous voir, et ben là, c'est pareil. Donc, se faire repérer aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est simple. Parce que tout le monde fait n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, c'est super simple. Il vous suffit d'être carré, d'être sérieux, d'être agréable, avenant, et tout de suite, on va voir que vous. Et vous n'avez pas besoin d'être beau, d'être belle, d'être bien habillé, de bien savoir parler, d'avoir la peau la plus blanche possible, ou je ne sais quelle connerie. Pas du tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'action des gens. C'est absolument pas ce que vous pensez que les gens croient de votre origine. Non, c'est ce que les gens font. En tout cas, dans une entreprise, hein, dans un endroit où on travaille et on attend le résultat. Après, ailleurs, dans un autre club peut-être. Donc, c'est ça qu'il faut cultiver, vous voyez. Et tout ça, c'est un état d'esprit. Et j'espère, hein, alors évidemment, là, c'est moi qui parle, je suis le fondateur du groupe, hein, mais j'espère que tous mes enseignants et de manière générale le staff à Diderot Éducation va vous apprendre ça. D'accord. Et c'est comme ça que vous devez être le plus souvent remarqué. Vous voyez, ces lives-là qu'on fait à une heure précise, ça fait 3 ans et demi, depuis le Covid, en gros, hein, qu'on fait ces lives. Je n'ai jamais été en retard, pas une seule fois. Et Dieu sait pourtant si j'ai plein de choses à faire avant. Et ben voilà, c'est ça, être sérieux. C'est sur une longue durée, être capable d'être toujours là. Alors maintenant que j'ai dit ça, la semaine prochaine, je vais avoir un problème, je ne vais pas pouvoir faire le live. Mais en tout cas, c'est une réalité, vous voyez, il faut être à l'heure, il faut être sérieux. Et ça, c'est déjà un démarrage. Parce que si vous êtes à l'heure, ça veut dire que vous vous positionnez, ça veut dire que chez vous, vous avez déjà pensé ce que vous alliez faire. Ça veut dire que vous vous préoccupez des choses.
Ça veut dire que déjà, vous êtes dans une situation qui va être confortable au niveau professionnel. Dites-vous bien que tout ce que vous donnez pour votre entreprise, pour votre patron, pour votre profession, c'est à vous que vous le donnez. Parce que plus vous donnez, et plus vous recevrez. Ça, je peux vous le dire. Et surtout aujourd'hui, où tout le monde est égoïste et ne pense qu'à lui, ne veut rien donner au groupe, vous, si vous donnez au groupe, surtout dans un groupe qui gagne de l'argent, je parle d'un groupe économique, je parle d'entreprise, hein, je ne parle pas d'autre chose, hein, je parle que de ce que nous parlons, ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Communication, tourisme, commerce, on parle d'école de commerce, etc. Donc là-dedans, plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr que ça. D'accord. Bon, les amis, c'est fini, je crois. Hein. Je vais me faire gronder par Studirama. Donc, je remercie beaucoup Studirama. Je remercie Andrea, Brenda. J'avais pas vu les questions de Brenda sur les qualités. Bah, c'est un peu ce que je viens de dire là. Hein. Franchement, j'avais pas vu les questions. Je remercie donc tout le monde pour vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée et tous les jeudis soirs, je fais un live. Donc, si vous voulez revenir sur la chaîne YouTube d'Hydroéducation, surtout, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite vraiment de réussir vos études. Ciao, ciao, à bientôt.